Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Les Antilles de nouveau frappées par un ouragan. Après Irma, Maria a ravagé hier la Dominique. L'île a perdu tout ce qui pouvait l'être, selon son Premier ministre. L'ouragan a également causé d'importants dégâts en Martinique et en Guadeloupe, placés en alerte maximale. Le détail à suivre. Derniers arbitrages pour le premier budget du quinquennat. En pleine rentrée sociale, le gouvernement s'apprête à réaliser d'importantes économies dans des domaines aussi sensibles que l'emploi ou le logement. Une cure d'austérité pourrait frapper Pôle emploi et ses 54 000 salariés. Le débat dans cette édition. Dernière ligne droite avant les élections sénatoriales dimanche. Reportage aujourd'hui en Isère où l'ancien ministre André Valigny va tenter de se faire réélire face à une liste d'union de la gauche. On en parle dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette édition sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Après le passage ravageur d'Irma à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, un nouveau phénomène cyclonique s'est abattu sur les îles françaises de Martinique et de Guadeloupe, causant de nombreux dégâts, des inondations, des toitures envolées, mais aussi des coupures de courant. Alice Arpaïa. Alors, on viendra sur ces dégâts. Pour en parler, on va tout de suite être en ligne avec Victorin Lurel, ancien ministre des Outre-mer. Bonjour. Alors, on le disait, c'est un nouveau coup dur pour les Antilles. Maria s'est éloignée de la Guadeloupe. Quelle est la situation sur place ? Alors, on a pu sortir, moi en tout cas, j'ai pu sortir de chez moi où j'étais confiné vers 6h50, 7h du matin. Mais j'avoue que les consignes de confinement allaient, et tiennent toujours d'ailleurs, jusqu'à maintenant, il est 10h30 à peu près en Guadeloupe. Constat, toutes les toitures, moi celles que j'ai vues dans mon entourage, dans le bourg où je me trouve, à Vieux Habitants, c'est-à-dire dans le sud Basse-Terre, le chef-lieu du département, toutes les toitures ont tenu, les arbres sont franchement abîmés. Les réseaux sont parfois à terre, la mer est bien montée, a bien abîmé le littoral, les rivières ont grossi, c'est normal. Donc on n'a pas une évaluation encore sur tout l'ensemble du territoire. Mais a priori, c'est absolument miraculeux parce que ce cyclone était long, il était intense, il était absolument féroce, je dois le dire. J'ai vécu déjà des cyclones. Celui-là était d'une durée, d'une longueur, d'une férocité que je connaissais peu. Ça prouve que nos maisons sont relativement bien construites parce qu'elles ont bien résisté. Évidemment, la végétation, c'est autre chose. Mais je ne peux pas vous faire un bilan détaillé sur l'ensemble du territoire parce que le préfet lui-même est en train d'en faire l'évaluation. La Martinique aussi a été épargnée. Vous avez évité le pire. C'est ce que vous pouvez dire aujourd'hui, Victorin Lurel ? On a eu de la chance, disons ça, parce que ce cyclone, c'est un peu la réplique de Marilyn en 95, cyclone barbadien, mais au large de la Barbade, donc une trajectoire atypique, même si on la connaît, prenant et frôlant et visitant toutes les îles de l'arc antillais. Là, ça vient du sud, et donc la mer est absolument monstrueuse. Il y a des houles et des crues de 8 à 10 mètres. Et donc, toutes celles et tous ceux qui étaient en littoral, je crois, ont respecté les consignes de sécurité et ont évacué. Donc, c'est heureux pour ceux que j'en sais au moment où je vous parle. C'est heureux. Voilà, pour l'avenir, il faudra qu'on fasse encore plus dans la prévention, qu'on enterre d'abord les réseaux, surtout les réseaux électriques et téléphoniques, qu'on n'aménage pas les zones pour faire des zones industrielles là où il y a des zones de submersion, donc d'inondation. Bref, il faudra intégrer mieux dès les écoles et dans les familles même cette culture de la prévention. Nous avons l'habitude des cyclones, on a une culture cyclone, mais c'est surtout l'après-catastrophe, celle du secours. Et c'est parfois un peu trop tard. Donc il faudra reprendre les choses à la base. Bien, merci beaucoup Victorin Lurel d'avoir été en direct avec nous dans cette édition depuis la Guadeloupe. Alors je vous le disais, sur place, les dégâts sont importants, des inondations, des coupures de courant. Emmanuel Macron, depuis la tribune de l'ONU, estimait bien que ces cyclones à répétition sont liés au réchauffement climatique. Alice Arpaïa.
Des rafales de vent dépassant les 250 km/h, des côtes submergées. La tempête tropicale Maria s'est transformée en ouragan de catégorie 5 en seulement quelques heures, touchant d'abord la Martinique. 50 000 foyers sont privés d'électricité et 2 personnes ont été blessées. Mais globalement, les dégâts sont peu importants sur l'île, selon la préfecture. L'œil du cyclone s'est ensuite dirigé vers la Dominique, ravagée de part en part, puis touche la Guadeloupe. Ici, à Pointe-à-Pitre, plusieurs zones ont été submergées. Pour l'heure, difficile d'évaluer les dégâts. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, se rendra sur place en fin de journée, alors qu'Emmanuel Macron s'est exprimé depuis New York, à quelques heures de son discours à l'ONU. Les nouvelles des dernières heures ont été plus rassurantes que ce qu'on avait pu craindre à un moment donné, mais il ne faut rien relâcher de tout cela. Ça nous ramène également beaucoup d'humilité sur ces sujets dont on peut anticiper ce qui est anticipable. Le réchauffement climatique n'est pas une abstraction ou pas un phénomène qui ne toucherait que nos enfants ou petits-enfants. C'est aujourd'hui avec des conséquences très directes. Maria continue son chemin et devrait atteindre violemment les côtes de Porto Rico ce mercredi. Dans le reste de l'actualité aujourd'hui, Bercy en plein bouclage du premier budget du quinquennat et le tour de vis pourrait être moins dur que prévu, même si 18 milliards d'euros d'économies doivent être réalisés pour passer sous la barre fatidique des 3% de déficit. Julie Hulin. Au début de l'été, Édouard Philippe annonçait 20 milliards d'euros d'économies en 2018. Un chiffre qui pourrait être ramené à 16 milliards grâce à des prévisions de croissance meilleures que prévues. Avec toujours le même objectif, repasser sous la barre des 3% de déficit public pour respecter les règles européennes. En 2017, nous visons 2,9% de déficit public. Et en 2018, nous visons 2,6%. C'est d'ailleurs un peu mieux que ce que nous avions indiqué en première indication aux parlementaires, parce que la croissance est légèrement meilleure. Et pourquoi c'est important de tenir ces objectifs-là ? D'abord parce que ça permet effectivement de sortir de ce niveau de dépenses publiques excessif qui n'a pas amélioré la situation des Français, qui leur a pas donné plus d'emplois, qui leur a pas donné plus de richesses. Si le ministre a confirmé ce matin qu'il n'y aurait pas de baisse de dotation pour les collectivités locales en 2018, pour réaliser les économies, 2 ministères seraient particulièrement visés. Le logement et le travail. Moins 18% en 2 ans pour le ministère du logement et moins 27% pour celui du travail. Une baisse démentie par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Tandis que Gérald Darmanin a annoncé que seulement 1600 postes d'agents publics seraient supprimés l'an prochain. Des ambitions budgétaires insuffisantes pour l'opposition. Il y a à nouveau une augmentation des prélèvements obligatoires et il n'y a pas de baisse des dépenses publiques très caractérisée. On voit la diminution du nombre de fonctionnaires est ridicule, 1600. On annonce certaines dispositions de redistribution. De quoi faire recul par rapport... On voit pas trop où est le cap. Un cap qui sera définitivement fixé le 27 septembre prochain, date à laquelle le budget sera présenté au Conseil des ministres. Et on va tout de suite retrouver Saverien Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat avec votre premier invité, Jean-Marie Bockel, sénateur UDI-UC du Rhin. Bonjour Jean-Marie Bockel. Bonjour. On annonce donc 16 milliards d'euros d'économies sur le prochain budget, en particulier sur le logement et le travail. Est-ce que c'est sur ces postes-là qu'il faut faire des économies à votre sens ? Il faut faire des économies partout. Je pense que l'idée, c'est tout de même de respecter les règles de déficit de manière à pouvoir être à nouveau à l'initiative et à faire que il y a quand même aujourd'hui un souffle de croissance, il y a une reprise, que cela nous profite pleinement, à la fois au niveau de l'emploi, mais également de la prospérité. Donc ça permettra de remplir les caisses et de faire de nouveau des dépenses nécessaires. On est dans cet entre-deux. Après, les économies, il faut qu'elles soient justes, qu'elles soient adaptées. Attendons de voir précisément les propositions que fera le gouvernement au Parlement. Mais selon vous, le budget sera donc dévoilé la semaine prochaine. C'est un des axes fondateurs, bien sûr, du quinquennat. Selon vous, la France a besoin d'un budget de relance ou d'un budget d'austérité ? D'austérité, sûrement pas. Vous savez, si un jour il devait y avoir l'austérité, on s'en rendrait compte. Là, le sujet, c'est pas l'austérité. 16 milliards, c'est pas l'austérité. 16 milliards par rapport à la masse budgétaire et par rapport également aux objectifs de réduction du déficit, ça n'est pas l'austérité. Après, tout dépend quels choix on fait, quels arbitrages on fait. Moi, je connais bien les questions de défense et je suis, avec les enjeux sécuritaires que nous avons aujourd'hui, évidemment vigilant pour qu'on n'aille pas au-delà de ce qui est raisonnable. Et puis, il y a cette année... et puis les engagements qui sont pris pour l'année prochaine. Dans le domaine social, naturellement, nous sommes aussi attentifs. La politique du logement est importante. Il y a manque de logements en France, mais il y a aussi certaines dépenses qui ne produisaient pas les effets escomptés. Ça vaut aussi pour le travail, d'ailleurs.
Alors, parmi ceux à qui le gouvernement demande des efforts, il y a, on l'a vu dans le sujet, les collectivités locales. Bruno Le Maire a déclaré ce matin, il est normal que tout le monde, y compris les collectivités, fassent des efforts. Est-ce que vous êtes d'accord ? Elles font déjà des efforts. Les baisses de dotation aux collectivités locales, ça fait quelques années que nous sommes obligés de nous y adapter. Donc, toute la question, c'est de savoir jusqu'où on peut aller sans qu'il n'y ait des conséquences graves sur l'investissement sur les territoires. Et l'investissement, c'est l'emploi. Donc là aussi, c'est une question de, je dirais, d'endroit où on met le curseur. Hein. Et les collectivités, aujourd'hui, elles ont écouté le discours du président de la République le 17 juillet à la conférence des territoires. Il demande de nouveaux efforts, mais il nous dit il n'y aura pas de coup près. Regardez ce que vous êtes en capacité de faire, discuter, négocier. Moi, je pense qu'il faut respecter cette méthode. Si c'est le coup près, ça va, à mon avis, créer des tensions qu'on pourrait éviter. Alors justement, est-ce que toutes ces mesures d'économie qui vont bientôt être dévoilées, est-ce que toutes ces mesures ne vont pas justement alimenter la colère sociale ? Bon, je pense que là aussi, la colère sociale, pour le moment, elle est limitée. Parce qu'il y a aussi une compréhension de la nécessité de la réforme. Aujourd'hui, il faut avoir évidemment le souci de nos concitoyens les plus défavorisés. Hein, je pense qu'il faut garder ce que le modèle social a de meilleur. Hein, que personne ne soit au bord du chemin, parce que sinon, effectivement, il y aura colère sociale. Mais il y a des domaines dans lesquels des évolutions... Je vous prends un exemple, hein, puisqu'on parle aussi des enjeux en matière d'emploi hein, et d'effet de la reprise sur l'emploi, qui est plus faible toujours en France que notamment chez nos voisins. Hein. Mais je pense que dans le domaine de la formation professionnelle, il y a des milliards et des milliards qui sont dépensés, et tout le monde reconnaît, y compris un certain nombre de syndicats, que cet argent n'est pas toujours dépensé à bon escient. Et puis, de manière générale, sur les politiques publiques, je pense que le domaine dans lequel nous avons une marge de progrès, c'est l'évaluation des politiques. On évalue, là on peut faire des économies, là il y a des politiques qui n'ont pas produit leurs effets, là au contraire, il faut renforcer les moyens. C'est comme ça qu'on progressera. Ce n'est pas les coupes sombres que nous attendons, c'est le dialogue. Merci, on vous a entendu en tout cas. Merci Jean-Marie Bockel d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, Saverien. Et on va à présent ouvrir notre page spéciale consacrée aux élections sénatoriales. Et on va plus particulièrement vous expliquer les particularités du mode de scrutin de ces élections avec Tam Trani. Bonjour Tam. Alors, ces sénateurs qui vont être renouvelés, c'est grâce à un mode de scrutin mixte. Oui, effectivement, il y a deux modes de scrutin qui se combinent sur cette élection. D'abord, il y a le scrutin majoritaire qui est utilisé dans les circonscriptions les moins peuplées, c'est-à-dire qui élisent un ou deux sénateurs. Cela représente seulement 35 sièges lors des prochaines élections, 35 sièges sur lesquels ce sont des binômes candidats suppléants qui vont se présenter et qui seront élus à la majorité absolue ou relative. Et ensuite, il y a un deuxième mode de scrutin qui est utilisé, c'est le scrutin à la représentation proportionnelle. Et cela dans les circonscriptions les plus peuplées, c'est-à-dire qui élisent 3 sénateurs ou plus. Et cela représente tout de même 136 sièges lors de la prochaine élection, où les candidats se présentent donc dans des listes et les sièges sont ensuite répartis entre les listes en fonction des résultats. Il y a donc beaucoup plus de sénateurs qui sont élus à la représentation proportionnelle. Est-ce que ça a toujours été le cas, Tam ? Alors sur cette élection-ci qui permet de renouveler à peu près la moitié du Sénat, le scrutin majoritaire représente effectivement 20% des sièges et le scrutin proportionnel représente lui 80%. Il faut dire aussi que cette élection comprend des territoires très urbanisés comme l'Île-de-France. Et effectivement, il faut savoir que cela n'a pas toujours été le cas. Avant 2000, par exemple, le scrutin majoritaire représentait environ 66% des sièges. Puis de réforme en réforme, sa place a régressé. Vous le voyez sur ce graphique. En 2003, on était à 50-50, 50% de majoritaire, 50% de proportionnel. Et aujourd'hui, on est donc à un taux, si on prend l'ensemble du Sénat, de 27% de sénateurs élus au scrutin majoritaire et 73% à la proportionnelle. Le Sénat est donc aujourd'hui une chambre qui est essentiellement proportionnelle. Et cela alors même qu'il y a toujours ce débat très présent à l'Assemblée nationale
sur l'injection d'une dose de proportionnelle aux législatives. Quels sont les effets de ces deux scrutins et pourquoi cohabitent-ils finalement? Eh bien, chaque scrutin a son avantage. Le scrutin majoritaire, il est plus adapté aux territoires ruraux car il donne une dimension plus personnelle à l'élection. L'enracinement local du candidat est alors déterminant. Cela facilite d'ailleurs l'émergence de ces élus locaux moins connus au niveau national mais plus libres à l'égard des partis. Et ils représentent donc vraiment les collectivités comme le demande d'ailleurs la Constitution. Quant au scrutin proportionnel, il est lui plus adapté aux départements les plus urbains, aux départements les plus peuplés. Il faut dire que dans l'anonymat des grandes villes, l'étiquette politique elle est beaucoup plus importante que le lien personnel entre le candidat et son électeur. Cela facilite aussi l'élection de personnalités nationales reconnues avec toutes leurs qualités. En clair, c'est aussi important pour que le Sénat reste une assemblée parlementaire politique. Merci beaucoup Tam. Suite à présent de notre série consacrée aux élections sénatoriales vues du terrain, direction le département de l'Isère, un département dans lequel, vous allez le voir, une coalition écologiste, communiste, amoniste de gauche va tenter de déborder justement sur sa gauche l'ancien ministre André Valigny. C'est un reportage de Jérôme Rabier. La gauche de la gauche iséroise présente une liste unique en France. Baptisée un engagement commun, elle est emmenée par un élu non encarté, Guillaume Gontard, et rassemble une diversité de mouvements. On s'est regroupés, on s'est retrouvés pour essayer de constituer une liste d'un large rassemblement avec des formations politiques, les communistes, Europe Écologie, une partie des socialistes avec la lignée Benoît Hamon, et puis aussi des citoyens non encartés, donc j'en suis un exemple. Guillaume Gontard mène cette liste avec le soutien de la sénatrice communiste sortante Annie David, et en bon architecte de profession, il espère que la construction de cette alliance inédite donnera des idées pour le futur. Moi j'entends parler à chaque fois, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces gens qui ont les mêmes valeurs n'arrivent pas à se rassembler, n'arrivent pas à travailler ensemble? Là on prouve que c'est possible et donc on espère qu'effectivement ça fera des petits. Il y a les élections municipales en 2020 et que ça sera justement encore une nouvelle occasion de montrer qu'on peut travailler ensemble. Didier Rambaud est lui aussi issu des rangs de la gauche, mais il est désormais la tête de liste pour La République En Marche dans le département. Comme tous les candidats, il visite un maximum de communes et défend partout la nécessité d'un groupe macroniste important au Sénat. On ne peut pas avoir d'un côté une Assemblée nationale où il y a la majorité présidentielle et puis un Sénat où il n'y aurait que l'opposition qui s'exprime. Je pense qu'il y aurait une espèce de déséquilibre qui porterait préjudice au bon fonctionnement de ce quinquennat. Engagé de la première heure derrière Emmanuel Macron, Didier Rambaud espère transformer l'essai, même si la dynamique victorieuse du printemps s'est atténuée. Là, le vent, il n'est pas dans le dos, là, on l'a plutôt un peu de face. Il y a eu peut-être, en termes de communication, cet été, 2-3 annonces qui auraient mérité d'être recadrées ou plus précises. C'est vrai que voilà, il faut être clair pour l'avenir, il faut au moins donner un cap, fixer un cap, donner de la visibilité. Face à ces départs en cascade, les socialistes de l'Isère ont désigné une valeur sûre en tête de liste, le sénateur sortant André Valigny. Mais son espace politique s'est restreint après la perte de nombreuses municipalités en 2014 et du département en 2015, et désormais les divisions dans son camp. Le contexte a changé incontestablement. Il y a des élus amonistes qui ont décidé d'aller à la gauche et de trahir encore un peu plus le Parti socialiste. Il y a des socialistes qui effectivement sont passés du côté d'Emmanuel Macron et qui ont abandonné leur idéal socialiste. Moi, je reste fidèle à mon idéal, à mes convictions. Je suis de gauche, je suis socialiste. Fidèle au parti et expérimenté, l'ancien secrétaire d'État en charge de la réforme territoriale puis des relations avec le Parlement ne se voit pas dans une opposition systématique au gouvernement. Le Sénat sera là pour dire aux députés et au gouvernement, attention, sur les collectivités locales, ne faites pas n'importe quoi. Cessez de les attaquer, de les dénigrer, de les étrangler financièrement. On sera dans une position non pas d'opposition systématique, mais de vigilance. La gauche part divisée, mais la droite n'est pas en reste. Pas moins de 5 listes dissidentes ont déposé leur candidature face à celle conduite par Michel Savin, investi par les Républicains. En campagne dans le nord du département, le sénateur sortant mise sur le terrain. Figurez-vous que je crois qu'il y a 10 listes en présence, et vous êtes les seuls à venir nous voir. Donc,
Et je dois souligner aussi que lors des élections précédentes, vous aviez aussi été le seul à venir nous voir. On finit ce soir, aujourd'hui, notre 8e semaine de campagne. On a commencé au mois de juillet parce que, encore une fois, pour nous, il nous paraît prioritaire d'aller rencontrer le maximum de grands électeurs. Une proximité avec les élus locaux que le sénateur revendique et qu'il compte encore développer en cas de nouveau mandat. Moi, pendant 6 ans, j'ai travaillé bien sûr avec mes colistiers, mais aussi avec des élus de toute sensibilité sur des sujets qui étaient débattus au Sénat, parce que je pars du principe que je n'ai pas la connaissance parfaite de tous les sujets. J'ai besoin d'avoir le ressenti des élus qui sont concernés par les textes qui sont débattus et de pouvoir travailler avec eux sur corriger, améliorer les textes qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour. Avec 10 listes en présence pour 5 élus au Sénat, l'élection risque d'être serrée. Et malgré les divisions, chaque camp espère faire le plein pour siéger à la Haute Assemblée. Jérôme Rabiel nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Jérôme. Alors, vous revenez de ce département de l'Isère qui présente cette spécificité. Il y a cette liste de coalition qui rassemble la gauche, les différents courants politiques. C'est plutôt rare. Oui, c'est un cas unique en France. En tout cas, le fait que sur la liste, il y ait clairement affiché des membres du Parti communiste français, d'Europe Écologie Les Verts et donc en 3e position, Pierre Baruzi, ancien socialiste et qui a désormais l'étiquette du mouvement du 1er juillet, le M1717, tout nouvellement lancé par Benoît Hamon. Cette spécificité locale, on peut dire qu'elle découle des élections municipales de 2014, puisqu'à Grenoble, c'est Éric Piolle, le maire, qui a été élu en 2014, qui, avec le soutien d'Europe Écologie Les Verts et du parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Pour cette élection sénatoriale, le rassemblement est encore plus large puisqu'il réunit aussi les communistes et les hamonistes. Décidément, Grenoble et le département de l'Isère restent un laboratoire pour la gauche de la gauche. Et la liste a toutes les chances d'emporter un des 5 sièges du département, notamment grâce à l'apport des voix des élus de l'agglomération grenobloise. Ouais, les partisans de Benoît Hamon sont donc bel et bien présents dans ces élections sénatoriales. Oui, ils sont bien là, mais pas toujours aussi visibles qu'en Isère, où l'étiquette M1717 est clairement affichée. J'ai eu aujourd'hui au téléphone Guillaume Ballas, un des bras droits de Benoît Hamon. Il m'a confié que le mouvement du 1er juillet n'a pas donné d'investiture nationale pour ces élections. Benoît Hamon avait déjà prévenu, il n'y a pas de candidat officiel. C'est localement, en Isère, que la décision a été prise d'afficher cette étiquette politique, même si cette 3e place sur la liste ne permettra sûrement pas à ce candidat d'être élu. Ailleurs en France, il y a bien des militants de ce mouvement présents sur des listes, mais qui ne partent pas avec l'étiquette du mouvement du 1er juillet. Ils sont soit sur des listes socialistes, soit sur des listes d'union de la gauche, comme dans le Val-de-Marne, où il y a une seule liste réunissant le PS, Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste. Avec ou sans le PS, on voit que les partisans de Benoît Hamon cherchent encore leur positionnement politique, ou alors, tout simplement, qu'ils décident localement d'alliance ou non. Merci beaucoup Jérôme pour toutes ces précisions et pour être tout à fait complet sur ces élections sénatoriales en Isère, on voit tout de suite le nom de tous les candidats qui s'affichent sur votre écran. On en vient à présent à notre premier débat et on va s'intéresser aujourd'hui à la polémique sur le Levothyrox. La nouvelle formule de ce médicament pour la thyroïde est soupçonnée d'occasionner des effets secondaires. L'agence du médicament et le ministère de la Santé sont pointés du doigt par les patients. Une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui contre le laboratoire Merck a également été déposée. Alors on va en parler avec mes invités. Les explications de Flora Sauvage. La course contre la montre est lancée. Depuis l'annonce de la remise sur le marché de l'ancienne formule du Levothyrox d'ici à la fin du mois, l'agence du médicament doit convaincre les laboratoires européens qui fabriquent le Levothyrox d'en exporter en France. Prescrit aux malades de la thyroïde, près de 3 millions de Français consomment ce médicament quotidiennement. Fatigue, palpitations, troubles oculaires ou troubles du sommeil. Depuis que le laboratoire Merck a changé la composition du Levothyrox, les effets secondaires se multiplient. La ministre de la Santé a annoncé la remise sur le marché de l'ancienne formule, mais elle refuse de parler de scandale sanitaire. Pour dire scandale, il faudrait qu'il y ait une fraude ou une faute. Là, il s'agissait d'une procédure normale d'amélioration de la stabilité d'un médicament. Ensuite, les patients ont ressenti beaucoup d'effets secondaires, n'ont pas été informés comme ils le devaient. Donc la question est plutôt celle de la façon dont s'est mis en œuvre ce changement de formulation. C'est en cela que je considère que ce n'est pas un scandale sanitaire. Biogarant, filiale du groupe pharmaceutique Servier, sera capable de remettre sur le marché son ancien générique du Levothyrox d'ici 2 mois et demi, sous réserve du feu vert de l'agence du médicament.
Mais les malades hésitent entre inquiétude et méfiance. Maintenant, il faut être sûr que l'ancienne formule qu'ils vont nous mettre sous forme de générique sera exactement égale à la formule de l'ancien Levothyrox. Pour faire entendre leur voix et demander réparation, un collectif d'avocats toulousains a lancé une action de groupe. On va tout de suite ouvrir le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Michel Rivasi, bonjour, vous êtes députée européenne Europe Écologie Les Verts. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Violaine Guérin est également sur ce plateau. Bonjour, docteur, vous êtes médecin endocrinologue. Vous avez beaucoup travaillé sur cette question du Levothyrox. On va en parler dans un instant. André Sicoch est là. Vous êtes toxicologue, spécialiste de l'évaluation des risques sanitaires, président de l'association Réseau Environnement Santé. Merci d'être avec nous. Et maître Bernard Faux, bonjour, vous êtes avocat spécialisé dans les affaires de santé publique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question pour vous, Michel Rivasi, puisqu'on a entendu la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, dire il n'y a pas de fraude. Donc on ne peut pas parler ni de scandale sanitaire, ni de crise. Est-ce que vous êtes d'accord ? D'abord, elle a dit c'est une crise d'information, mais pas une crise sanitaire. Ils ont mis du temps quand même pour réagir, puisque le nouveau médicament a été mis sur le marché en mars 2017. Moi-même, en mai, j'avais déjà des victimes qui m'informaient qu'ils ne supportaient pas ce médicament. J'avais même alerté l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Et c'est au mois d'août qu'ils commencent à mettre un téléphone vert en quelque sorte, et en disant, bon, c'est une phase de transition. Mais il y avait énormément de gens qui étaient complètement handicapés, qui avaient des maux de tête, qui avaient des problèmes, si vous voulez, articulaires, qui avaient des problèmes cardiaques, qui avaient des malaises. C'est incroyable. Et j'avais vu la ministre et je lui avais dit, mais enfin, il faut faire quelque chose. Parce que ce nouveau médicament qui a été mis sur le marché, alors j'ai même téléphoné à l'Agence nationale de sécurité des médicaments, j'ai M. Martin, qui me dit, mais c'est une phase transitoire. Mais j'ai dit, la phase transitoire, vous êtes dans le déni de la souffrance des gens. Et l'association, et vous savez qu'on a gagné, c'est une victoire quand même de la mobilisation citoyenne, vous voyez, de toute l'association française des malades de la thyroïde. On a fait une conférence de presse vendredi, j'avais réuni d'ailleurs, il y avait mon collègue Sécolé là avec moi, ainsi que des médecins, pour dire, mais qu'il y ait le choix. Parce que la France, d'abord, c'est le seul pays européen où il y a autant d'effets secondaires, parce qu'on a changé la formule, vous voyez, en changeant d'excipient. Ça se passe nulle part ailleurs. Deuxièmement, il y a eu un déficit d'évaluation. Parce qu'on a fait une étude, ce qu'on appelle la bioéquivalence, mais pas suffisante pour anticiper les effets secondaires. Et troisièmement, il y avait un monopole de Merck sur ce médicament, Levothyrox. Donc, s'ils changeaient la formule, eh bien, les patients n'avaient pas le choix. Donc, victoire. Merci, Madame Buzyn, d'avoir enfin accepté... Vous avez dit déjà beaucoup de choses. On va essayer quand même de revenir. La demande des associations des malades de la thyroïde. Violaine Guérin, est-ce qu'on peut être sûr que tous ces effets secondaires sont liés justement à cette nouvelle formule du Levothyrox ? Je suis très choquée de ce que j'entends. Je suis désolée, Madame la députée européenne. Je suis choquée parce que si on a changé de molécules, c'est parce qu'il y avait des problèmes avec l'ancienne molécule aussi. Et ça, personne ne le dit. Donc aujourd'hui, on attend des patients qui ont peut-être des problèmes avec la nouvelle molécule, mais on n'interroge pas les patients qui avaient des problèmes avec l'ancienne molécule. Premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui, on est dans des déclarations d'événements indésirables qui concernent à peu près 9000 personnes, tout en sachant qu'il y a la panique, donc il y a des surdéclarations. Ce qui fait que sur 3 millions de patients, on est sur un taux d'événements indésirables de 0,3%. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les études cliniques, quels que soient les médicaments, il y a toujours des événements indésirables, même quand on est avec un groupe placebo, puisque dans les études cliniques, les groupes placebo, on a en moyenne entre 3 et 10%. Dans ces proportions Entre 3 et 10%. D'accord. Donc tous ces malades, c'est des faux malades. Mais absolument ça, pas, madame. Non, Madame la députée, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. D'accord. Je remets juste un cadre. D'accord. Et il est très important toujours d'écouter les patients. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'on est sur un médicament très particulier parce qu'on est dans une hormonothérapie. Et l'hormonothérapie, avec une hormone naturelle qui se promène dans notre corps, en général, on prend de la T4, là en l'occurrence la lévothyroxine, elle circule dans notre corps et elle ne fait jamais de mal à personne, sauf si on a des anomalies de dosage, si on est en hypothyroïdie ou en hyperthyroïdie. Sachez que des gens qui sont venus me consulter, pour beaucoup, ont eu des déséquilibres en termes d'efficacité, mais pas en termes
de tolérance. Parce que quand on évalue une molécule, il y a ces deux facettes, l'efficacité et la tolérance. Aujourd'hui, je pense qu'il va falloir beaucoup se pencher sur est-ce que la nouvelle molécule entraîne des déséquilibres en termes d'efficacité, en termes de tolérance aussi, on va l'étudier, mais il faut quand même rappeler que les deux excipients nouveaux qui sont là, l'acide citrique et le mannitol, vous les trouvez dans l'alimentation, ou dans des chewing-gums, etc. Mais l'alimentation, c'est pas un médicament. Ce qui est important, il y a beaucoup de gens qui prennent la parole sur ce sujet, qui ne sont pas médecins, qui ne connaissent pas non plus ce qu'est une hyperthyroïdie, une hypothyroïdie, pourquoi on utilise tel ou tel médicament. Et donc, c'est important de connaître la pharmacocinétique, c'est important de travailler sur plein d'éléments. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut faire attention à tout l'emballement médiatique, parce qu'on panique beaucoup de monde, alors qu'il faut sereinement analyser la situation. Ouais. Alors, je sais que vous allez donner la parole à d'autres personnes, et je pourrais donner d'autres détails. André Cicolella, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a eu peut-être des erreurs d'appréciation, notamment quand on a mis sur le marché cette nouvelle formule du lévothyrox? Moi, je n'ai pas vocation à répondre sur cette question. Ce qui me semble important, c'est de regarder ce problème des atteintes de la thyroïde. Et cette affaire aura permis d'avoir ce chiffre de 3 millions de personnes actuellement sous traitement. Donc, d'où ça vient? Quel est l'impact de l'environnement sur l'efficacité de ce traitement? Moi, je suis frappé de voir que cette question n'est pas du tout abordée. Or, vous avez des polluants de l'environnement, je pense au polybromé, je pense au bisphénol, qui est bien connu maintenant avec l'affaire des biberons, qui contamine encore 70% des femmes enceintes. Dernière étude de Health. Vous avez les phtalates, qui contaminent 99,6% des femmes enceintes, qui perturbent le fonctionnement des hormones thyroïdiennes. Et donc tout ça joue effectivement sur l'efficacité thérapeutique aussi. Le réglage, si j'ai bien compris, moi je ne suis pas un spécialiste de cette question. Je trouve votre remarque extrêmement intéressante. Le réglage est très fin. Et donc, vous avez là des perturbateurs endocriniens qui se promènent dans l'alimentation, dans l'environnement, et on ne gère pas cette question-là. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est à la fois sur la santé des adultes, mais c'est aussi, et c'est la question qui a été posée, la santé des fœtus. Des femmes enceintes qui utilisent ces médicaments et qui sont attention de ne pas trop stresser non plus les femmes enceintes. Non, il ne s'agit pas de stresser, il s'agit de protéger la santé des fœtus. Et on sait aujourd'hui que les conséquences sont dramatiques du point de vue neurodéveloppemental. La progression des maladies neurodéveloppementales est en partie très liée à cette contamination. Il n'y a pas de Maître Faux, que vous inspire-vous? Eh bien, cette crise est-elle derrière nous, avec justement les annonces de la ministre de la Santé qui va permettre donc une remise sur le marché de l'ancienne formule? Écoutez, moi je crois que d'abord c'est une excellente décision politique. Parce que dans un corps social comme le corps social en France, il y a besoin d'y avoir un lien de confiance indéfectible entre le système de santé et la population. C'est affirmé dans notre Constitution, le droit à la santé, c'est un des facteurs de cohésion dans la République. Donc, mettre immédiatement un terme à cette défiance généralisée qui commençait à s'installer, c'était fondamental. Et je suis comme Michel Rivasi, bravo Madame la Ministre, c'était la décision à prendre, la confiance va revenir. Maintenant, j'entends dire ici ou là qu'on va saisir la justice. Eh bien, je ne suis pas sûr que, même si spontanément le citoyen va se tourner vers la seule autorité en laquelle il a encore un peu confiance, qui est la justice, je ne suis pas sûr que la justice, ça soit vraiment l'instrument. Il y a une plainte qui vise les laboratoires Merck. Je ne suis pas sûr du tout que ce soit une très bonne attitude de se précipiter sur l'institution judiciaire pour trouver une solution à ces problèmes. D'abord parce que le droit pénal, on l'a vu dans toutes les affaires de santé publique depuis 25 ans, le droit pénal, c'est un droit qui est inadapté aux affaires de santé publique. Il faudrait rénover notre droit pénal de la santé publique. Il est totalement inadapté. Notre procédure pénale, elle est totalement inadaptée aux affaires de santé publique. Donc on fait miroiter aux gens l'espoir d'un résultat judiciaire immédiat. Alors évidemment, il y a le déclenchement des procédures, on en parle, la presse s'en mêle, etc. Ça donne une satisfaction personnelle immédiate aux patients qui souffrent dans sa chair. Et puis après,
eh bien après, la baudruche se dégonfle progressivement, la procédure traîne, parce que évidemment les personnes mises en cause ont beaucoup de moyens pour faire durer les procédures, parce que les infractions, les qualifications pénales ne sont pas adaptées à la santé publique. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'attaquer au laboratoire Merck qui a le monopole de ce médicament ? On peut toujours s'attaquer à tout ce qu'on veut, mais le résultat derrière ne sera pas à la hauteur de l'attente. C'est ça que nous enseigne la vie judiciaire dans les affaires de santé publique des 30 dernières années. C'est désolant, j'en conviens, c'est désolant, mais c'est comme ça. Maintenant, je crois que ce serait au législateur justement de se saisir de ces problèmes pour donner un corpus de règles, un corps de règles qui répondent à ces problèmes. Michel Rivasi, quels enseignements on doit quand même tirer de cette crise sur le lévothyrox, notamment sur, eh bien, je le disais, la question de la mise sur le marché d'un médicament. Est-ce que là, l'agence de sécurité sanitaire du médicament a pu avoir les moyens de bien apprécier les risques ? Est-ce qu'il faut revoir ces procédures ? Mais ça ne pose pas la question de l'autorisation de mise sur le marché, parce que là, c'est l'ANSM, l'Agence nationale sanitaire des médicaments française, qui a donné l'autorisation. Là, on changeait les excipients, on ne changeait pas la substance active. Et là, si vous voulez, il y a peut-être un défaut dans l'évaluation. Vous voyez, de ces nouveaux médicaments, on change juste l'excipient parce qu'on utilise des volontaires. Vous voyez, on n'utilise pas des gens malades. Ce qu'avait fait d'ailleurs la Belgique, elle avait utilisé justement des gens malades et l'Italie avait utilisé... Les tests se font toujours sur des personnes saines en France, hein, c'est ça. Sur 6 mois. Mais ça, c'est la procédure. On n'administre pas des hormones thyroïdiennes à une personne qui n'a pas de soucis, parce que sinon c'est dangereux. Je vous signale que pour la bioéquivalence, on prend des volontaires sains et on regarde juste le dosage. Ça, c'est la bioéquivalence. Madame le médecin, regardez vos... C'est pas ça la bioéquivalence. Alors, on je vous utilise donnerai la ça. parole, Violaine. Alors, moi, je reviendrai sur votre remarque sur l'aspect justice. Effectivement, il y a 40 plaintes, il va y en avoir 900. Il y en a énormément de gens qui veulent porter plainte. Mais je pense qu'elles veulent porter plainte parce qu'elles ont été meurtries sur le fait qu'elles ont montré qu'elles étaient malades, qu'elles n'étaient pas bien et qu'elles ont été trompées quelque part. Et en plus, l'État a mis du temps. Donc il faut être constructif. Il faut que l'Agence nationale de sécurité des médicaments, vous voyez, au niveau de l'alerte, soit beaucoup plus réactif. Alors que là, c'est une phase transitoire, allez voir votre médecin, il va vous redoser, il va vous donner... Voilà. Mais regardez sur l'affaire du Mediator, regardez sur tous les procès, même on a une deuxième victoire aujourd'hui. C'est Essure, ce contraceptif, vous voyez, qui stérilisait les femmes. Moi, on était monté au créneau parce que ça provoquait des allergies chez ces femmes, et c'est enfin Bayer qui a décidé de ne plus le commercialiser. Donc c'est chaque fois des actions en justice qui font reculer ou qui font, vous voyez, évoluer les choses. Et moi, je trouve ça regrettable que toutes les affaires sanitaires, que ça soit le sang contaminé, que ça soit Tchernobyl, que ça soit l'hépatite B, que ça soit l'amiante, l'hormone de croissance, tout ça, ça aboutit à un échec. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la justice n'est pas capable d'aller à l'encontre des lobbies qu'il y a derrière, d'indemniser les gens. Vous voyez, c'est pas le fait d'attaquer en justice, c'est légitime, puisque c'est quand même le troisième pouvoir. C'est le fait qu'on dirait... L'espoir est déçu. Après. Voilà. Et qu'ils n'ont pas les moyens, les experts, pour dire voilà le coupable. Ça s'est fait en Italie, regardez sur l'amiante. Eternit a été condamné. La France est un des pays où on n'a condamné personne. C'est ça qui... Vous voyez, et je comprends que les victimes en veulent... est dans l'impuissance. Oui, mais c'est pas normal. Guérin, peut-être vous souhaitiez réagir. Je souhaite réagir parce que comparer l'amiante, les problèmes d'amiante ou d'autres choses, ça n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer. Donc c'est vrai que j'aimerais qu'on remette un peu de la raison mais on dans parlait de la justice et de la santé. Mais ça, je suis d'accord. Mais je voudrais dire que, et là je m'adresse à la parlementaire et à tous les parlementaires, que cette crise, si vous l'analysez bien, et je peux vous donner plein de pistes de réflexion, elle est consécutive à des tas de dysfonctionnements en matière de santé. Je vous donne un exemple très simple, avec les références médicales opposables. On interdit aux médecins généralistes, par exemple, de doser la T3 et la T4 en matière d'hormones thyroïdiennes, ils ne dosent que la TSH. Eh bien ça, c'est pas normal. Parce qu'il y a des patients qui ont une TSH normale et qui ont des T3, T4 basses et qui sont en hypothyroïdie clinique. Pour que les téléspectateurs comprennent bien, pourquoi on ne fait pas ces examens ? Eh bien parce que pour des raisons d'économie de santé. Et donc, on a pris des décisions par-ci, par-là, qui font qu'on commence à imposer une sorte de mauvaise médecine. Je vais prendre un autre exemple
Vous êtes députée européenne, donc vous connaissez les procédures centralisées de reconnaissance et d'autorisation de mise sur leur marché. Il y a plusieurs années, chaque pays avait son agence. Et on avait une agence française qui faisait un travail remarquable, parce que les médecins français sont des cliniciens avant toute chose. Le problème, quand il y a eu la reconnaissance mutuelle sur les autres pays, eh bien, tous les laboratoires de l'industrie pharmaceutique ont arrêté de présenter des dossiers à la France parce que l'agence française posait des questions, demandait des études complémentaires. Si. Je vous signale que le lévothyrox, l'autorisation a été donnée par l'ANSM. Ça a été donné par l'agence française, le lévothyrox. Je le sais. Je parle des dysfonctionnements itératifs qui sont des accumulations. Et donc, de manière générale, puisqu'on parle là de la problématique de santé publique, eh bien, on autorise sur le marché français des mises sur le marché avec des molécules moins bien étudiées. Là, on est encore dans une problématique différente, mais je pense qu'il faut que vous donniez la parole à d'autres personnes. On va écouter André Cicolella qui s'impatiente. Est-ce qu'il y a quand même des dysfonctionnements qui sont révélés par cette crise? Et si on en vient aux enseignements qu'on peut tirer, eh bien, vers quoi il faut tendre, selon vous, pour améliorer peut-être notre système sanitaire aujourd'hui? Je crois qu'il faut avoir une vision globale du système sanitaire. Le fond du problème, c'est qu'on a aujourd'hui une pensée en silo. On considère le médicament comme c'est des médicaments. On ne pense pas effectivement que c'est dans un ensemble. Il faut avoir une vision globale de la santé environnementale et la médicamentation de 3 millions de personnes. Mais si on raisonne plus largement, c'est 20 millions de personnes qui sont considérées comme malades chroniques, soit en ALD, soit effectivement suivant un traitement médicamenteux. C'est considérable. Et on ne prend pas en considération cet effet-là, cet environnement-là, par rapport à d'autres facteurs environnementaux, qu'il s'agisse de la contamination chimique par les perturbateurs endocriniens, mais aussi plus largement l'enjeu de l'alimentation. Actuellement se tiennent les états généraux de l'alimentation. On raisonne alimentation, nutrition, on ne se pose pas la question d'alimentation vecteur de contamination. C'est cette vision-là. Moi, je plaide en tant que réseau environnement santé pour qu'on ait les états généraux de la santé environnementale, qu'on repense notre système de santé. Notre système de santé aujourd'hui, il est basé sur l'idée que les gens sont malades, on s'en occupe. Mais avant, ça n'intéresse personne. Or, c'est quand même important de savoir pourquoi les gens sont malades. C'est quand même aussi simple que ça. Et je ne dis pas qu'on va supprimer la maladie, mais on peut réduire de façon considérable aujourd'hui cette flambée de maladie chronique, que l'OMS parle d'épidémie, et la médicamentation fait partie effectivement de l'environnement. Je ne dis pas qu'il faut supprimer les médicaments, mais il faut les utiliser à bon escient, et aujourd'hui on est très loin effectivement d'avoir cette vision. Maître Faux, est-ce que vous pensez que cette crise est derrière nous? On a entendu cette patiente qui s'inquiète aussi. Alors certes, elle peut avoir accès à son ancienne formule, mais ça va être une période transitoire. Est-ce qu'on a les moyens peut-être de remettre un générique sur le marché, puisque pour l'instant il n'y en a pas pour le... Alors il faut peut-être espérer que le transitoire se transforme en véritable diversité sur le marché. Voilà. Une des grosses difficultés est que, comme le rappelait tout à l'heure justement Michel Rivasi, la société qui produisait ce médicament est en situation monopolistique, ce qui est tout à fait anormal dans tous les domaines. Est-ce que c'est aussi les médecins souvent qui mettaient une mention non substituable sur les ordonnances pour les patients? Oui, mais là il y a un seul producteur. Donc on était dans une situation monopolistique de fait. Et ça nécessairement, c'est un dysfonctionnement. Il faut toujours qu'il y ait au moins, on connaît bien ça en droit de la concurrence, il faut toujours au moins qu'il y ait deux concurrents qui puissent s'observer l'un l'autre et que l'un offre une alternative à la carence de l'autre. Et là on n'avait pas ça. Donc moi j'espère que la décision très heureuse qui a été prise par la ministre de la Santé va se transformer en une diversité de mise sur le marché de médicaments. Et puis évidemment, il faut espérer que tous ces gens qui sont, c'est quand même paradoxal, qui ont des problèmes de santé et qui se tournent vers la justice pour les résoudre, que tous ces gens vont trouver dans le système de santé même les instruments qui répondent à leurs questions. À s'adresser à la justice, j'y reviens, ça n'est pas une manière de résoudre un problème de santé publique, c'est une manière de traiter une pathologie de la société. C'est autre chose. Oui, parce que en fait, ce que vous êtes en train de dire, nos parlementaires, là aussi, ils ont du travail. En ce sens que vous n'allez pas confier nos aéroports, même si on est en train un peu de les vendre, nos tours de contrôle, etc., à d'autres sociétés que des sociétés françaises. On a tué l'industrie pharmaceutique française. Avec le libéralisme, on n'est pas à l'abri. Je sais bien. Mais en matière de sécurité sanitaire, justement, c'est important parce qu'on a des ruptures en ce moment de médicaments qui sont fabriqués à l'étranger et tout.
vous avez peut-être entendu parler de la rupture de l'Estreva. Les femmes, pendant plusieurs mois, n'ont pas eu cette molécule. Et ça, c'est important. Et aussi, un point important à comprendre... On a le temps là de relancer justement la production du générique de Alors, attendez quand même, parce que dans les dysfonctionnements, c'est que tout va trop vite dans notre société. On veut de la rentabilité, etc. Et l'industrie pharmaceutique, elle est là aussi. Donc, quand on parle des développements et des bioéquivalences, etc., il y a très peu de gens là qui en sont en train de dire une bonne étude de bioéquivalence, il ne faut pas la faire que... il ne faut pas en faire qu'une seule, en fait, parce qu'on a aussi des particularités raciales. Donc, par exemple, les Noirs ne métabolisent pas de la même manière que la population caucasienne, donc la population africaine. Les Japonais ne métabolisent pas de la même manière. Les femmes, donc, on veut aller tout très vite, et qu'on soit agence française ou agence européenne, on est aussi les victimes de cette mondialisation et du trop rapide. On fait des développements aujourd'hui qui, dans le passé, duraient 15 ans. Aujourd'hui, on les fait en 5 ans, par exemple, et on occulte beaucoup de choses. Voilà. Donc... Parmi les pistes d'amélioration, si on essaie aussi d'avancer, Michel Rivasi, on nous dit que l'Agence du médicament avait bien envoyé des courriers, des fax, des mails aux médecins. Pourquoi cette information n'a-t-elle pas été relayée suffisamment aux patients ? Alors, il y a eu plus de 100 000 mails qui ont été envoyés aux pharmaciens et aux médecins, mais pas aux patients. Et moi, j'ai regardé ce qui se passait en Belgique, parce qu'en Belgique, ils avaient modifié aussi un certain médicament à base de lévothyrox, mais ils avaient informé les patients. Donc les patients étaient alertés en amont. Et souvent, les pharmaciens, ils n'ont pas fait le relais, et souvent les médecins, vous n'allez pas tout le temps voir votre médecin pour savoir. Moi, je voudrais revenir sur la diversité. Il y a eu un générique en 2010, mais souvent les médecins marquaient non substituable. Parce que les gens, alors il y avait le mannitol, ils avaient enlevé le lactose. Non, il n'y avait pas le lactose. Le lactose était déjà remplacé par le mannitol pour ce générique. Et donc, oui, pour les génériques, parce que, comme vous l'avez dit, il y a une diversité. Il y a des gens qui acceptent très bien ce nouveau médicament, mais d'autres ne le supportent pas. Donc, il faut la diversité. Et là, la ministre a engagé d'une part à faire revenir de Merck, puisqu'il en produit dans d'autres pays, donc c'est pas compliqué pour en faire revenir en France, mais il faut, vous voyez, multiplier la diversité pour que vous pouvez supporter mieux certains médicaments par rapport aux excipients. Mais comprendre aussi la pharmacocinétique. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi, en mettant du mannitol et de l'acide citrique, vous avez peut-être modifié, vous voyez, la libération de la substance active au niveau du corps. Et ça, il faut qu'ils nous trouvent le pourquoi du comment, parce que c'est assez incroyable le nombre d'effets secondaires graves qu'il y a eu par rapport à cette prise de médicaments. Enfin, c'est encore plus subtil que ça, pharmacocinétique. Le problème, c'est qu'il y a peu de gens dans notre pays qui connaissent bien aussi la pharmacocinétique. Est-ce qu'on a les moyens, justement, d'évaluer toutes ces questions qui viennent d'être abordées par Michel Rivasi ? Je crois que c'est l'enjeu de développer la toxicologie. On est dans la toxicocinétique, en fait. C'est une discipline scientifique qui est marginalisée pour l'instant. Et c'est un élément pourtant essentiel de compréhension vous voyez, sur une question comme celle-là, comprendre pourquoi, effectivement, a priori, quand on voit les produits mannitol, c'est tout à fait... on a l'impression qu'on maîtrise bien le sujet, et dans les faits, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, comprendre pourquoi il y a eu un problème était important du point de vue de la connaissance. Donc, il faut effectivement des laboratoires beaucoup plus nombreux. L'enjeu, c'est qu'on a dans ce domaine de la santé environnementale une recherche qui est très marginalisée. Sur les perturbateurs endocriniens, 1 million d'euros. Vous voyez, le programme national de recherche sur les perturbateurs endocriniens, 1 million d'euros, c'est ridicule par rapport aux enjeux sanitaires considérables, puisque c'est l'ensemble de l'exposition de la population. On a une étude qui est sortie récemment, là, il y a quelques jours, sur l'effet cocktail. Alors on commence à en parler de l'effet cocktail. Vous voyez, tester effectivement toutes ces molécules qui sont dans cette soupe chimique dans laquelle nous sommes, dont les médicaments, ça représente, il faut construire des modèles, mais tout ça est actuellement peu développé. Il faut une recherche il y a un enjeu considérable. Jolane Guérin, ensuite Bernard. Je voudrais répondre à votre question. Parce que je ne peux pas laisser dire non plus que les médecins comme les pharmaciens ne font pas toujours leur travail. C'est pas ce que j'ai dit. Non, vous n'avez pas dit ça. Il y a eu un déficit d'information. Il y a des problèmes. On a tous reçu les infos, il faut que ce soit bien clair pour tout le monde. Le problème, on est tous noyés sous les infos. Les médecins... L'info tue l'info. L'info tue l'info. Et moi, par exemple, dans les mesures qu'il va falloir mettre en œuvre, c'est que l'ANSM, si elle a une bonne procédure d'assurance qualité, elle doit s'assurer qu'on a reçu l'info. Donc avoir du feedback. Mais il fallait informer les patients. Non, mais attendez, je vais vous donner un autre. On sait, les médecins, que les pharmaciens font les informations au moment de la délivrance. Moi, j'ai plus de 3000 patients sous lévothyrox, parce que je fais quasiment que de la thyroïde. Voyant les modifications, j'ai pas appelé tous mes patients un par un
parce que, a priori, on n'attend pas de problème majeur. Si, effectivement, on m'avait m'avait pas alerté, vous qui voyez 3000 patients. Thalidomide, j'aurais demandé à ma secrétaire, etc., d'appeler, et moi aussi, je m'y serais mise. Le problème, c'est que quand vous avez aussi un problème de rémunération du temps médical, que les médecins généralistes, qui voient aussi beaucoup, puisqu'on n'est que 1700 endocrinologues, quand même, dans le pays, pour faire face à la déferlante du diabète et des problèmes de thyroïde. Vous voyez le truc. Donc, qui fait le travail avec nous? C'est les médecins généralistes. Quand on rémunère un médecin généraliste dans ce pays à 25 €, qu'on déduit les charges, etc. Ça, c'est un autre problème. Mais non, c'est pas un autre problème, parce que c'est tous les effets pervers qui s'enchaînent. On aura l'occasion d'en reparler, Violaine Guérin. Pour conclure, Maître Faux, peut-être un mot, et je le disais, est-ce qu'on peut aujourd'hui rassurer les patients? Est-ce que cette crise est derrière nous? Il faut les rassurer. Moi, je crois qu'évidemment, la crise est derrière nous. Les instruments pour y remédier ont été mis en place par la ministre, donc c'est parfait. Je crois à nouveau qu'il faut axer la demande des patients vers ce qui est sa véritable cible, c'est-à-dire les services de santé publique, et ne pas encourager dans tous les cas les gens vers une espèce de panique en direction de la justice qui ne leur apportera immédiatement aucun bienfait. Peut-être un soulagement dans un instant parce que ils se seront dit j'ai fait quelque chose, je me suis adressé à la seule autorité qui va m'écouter, mais ça n'apportera pas de solution. La solution, elle est du côté de la santé publique dans ces questions, dans ces affaires-là, et la réponse a été bonne. Voilà. Donc ce sont des réponses bonnes comme celle-là que nous attendons dans l'avenir quand il y aura une crise, parce qu'il y en aura d'autres. Il ne faut pas s'imaginer. On vit dans un monde qui est de plus en plus complexe et dans un monde de santé qui est de plus en plus complexe. Comme le disait André Cicolella, nous sommes dans un cocktail chimique. Les apiculteurs, depuis presque 2 décennies, tirent la sonnette sur le fipronil. On s'en aperçoit aujourd'hui, qu'il y a un problème parce qu'il y a des œufs avec du fipronil. Mais si vous voulez, voilà, mettre l'axe sur la santé publique plus que sur l'aspect judiciaire. Merci Bernard Faux d'être venu sur ce plateau. Merci à vous Michel Rivasi et merci Violaine Guérin. Merci André Cicolella. Dans le reste de l'actualité, aujourd'hui, la 17e conférence des villes de France qui aura lieu demain. C'est le rendez-vous de France Urbaine. Public Sénat est partenaire et vous fera vivre ce rendez-vous en direct demain sur notre antenne, en plein débat sur la baisse des dotations aux collectivités territoriales. Je vous propose d'écouter le maire LR de Toulouse, Jean-Luc Boudin, qui répondait aux questions de Cécile Sixou. Ce qui va se discuter avec le gouvernement dans les mois à venir va ensuite figer les choses pour une période de 5 années. Donc c'est très important de ne pas rater l'entame de ce quinquennat et de poser les bases d'une relation de manière franche et saine. Donc nous, le message que l'on veut faire passer au gouvernement, c'est qu'il y a un nouveau paysage politique, il y a un nouveau paysage institutionnel. Il faut donc qu'il y ait une nouvelle relation de travail entre nous et qu'elle soit empreinte de confiance et d'esprit de responsabilité. Et à l'occasion des assises de la mobilité, on va s'intéresser aussi au Grand Paris. Il en a été beaucoup question aujourd'hui puisque le budget dérape. Les explications de Stéphane Amalian. Au lendemain de l'attribution des Jeux Olympiques de 2024, une nouvelle d'ordre financier vient contrarier la fête. Le budget du Grand Paris Express pourrait déraper, passant de 22 à 35 milliards d'euros selon une estimation, une hausse de 25%. Avec l'obtention des Jeux Olympiques, au moins 3 lignes de métro devront être mises en service pour 2024. Le patron de la Société du Grand Paris qui conduit le projet se défend de tout débordement budgétaire. On ne peut pas parler de dérapage ou de dérive, tout simplement parce que le coût final du projet n'est pas encore connu. Toujours est-il que les financements manquent sur le territoire. Avec l'ouverture des assises de la mobilité, le gouvernement souhaite donner la priorité à certains chantiers, dont celui du Grand Paris Express. Ce que j'observe, c'est qu'il y a quelques mois, c'était présenté comme quelque chose de bouclé financièrement et qu'aujourd'hui, les choses semblent plus compliquées. Donc, dès lors que l'on considère que le gouvernement maintient sa position selon laquelle c'est un équipement et c'est une infrastructure prioritaire, il va falloir trouver les financements. Le gouvernement souhaite donc remettre à plus tard certains grands projets trop coûteux, comme par exemple la ligne grande vitesse Bordeaux-Toulouse ou l'autoroute 31 bis. Stéphane Baudet, vice-président LR de la région Île-de-France, chargé des transports, est notre invité. Il répond aux questions de Saméria Rejec. Le face-à-face, c'est tout de suite.
Bonjour Stéphane Baudet. Bonjour. Vous êtes vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, président de l'Association des maires d'Île-de-France. Le gouvernement, on l'a vu, lance donc ses assises de la mobilité, 3 mois de concertation avant un projet de loi l'année prochaine. C'est quoi l'objectif? Il faut repenser tout le système actuel de transport, c'est ce que dit la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Je ne sais pas quel est l'objectif porté par le gouvernement. Le nôtre, en tout cas, c'est d'aller au bout de la logique que le président de la République a annoncé cet été, à savoir privilégier en tout cas les transports du quotidien plutôt que des grands projets qui sont à la fois souvent difficiles à financer et qui sont à moyen long terme. Donc on attend évidemment une concertation, bien sûr, mais on attend aussi des annonces qui nous rassurent sur le fait qu'on ne va pas seulement abandonner des projets qui ne sont pas financés, mais vraiment venir abonder la nécessité d'améliorer le quotidien. Alors la mobilité en Île-de-France, elle est bien sûr liée au Grand Paris. On a appris il y a quelques jours que le coût du Grand Paris Express explose. Je rappelle que c'est le plus grand chantier d'Europe. C'est un chantier colossal, 200 km de métro automatique, 68 nouvelles gares d'ici 2030. Le coût explose, donc on parle de 10 milliards d'euros supplémentaires sur les 22 milliards prévus à l'origine. Vous demandez aujourd'hui des explications à la Société du Grand Paris qui est chargée de ce chantier? Oui, à la fois on demande des explications et en même temps on est très peu surpris. À la fois ce type de projet, donc 10 milliards supplémentaires, c'est pas une surprise. On savait que c'était quand même pas très bien évalué, on savait qu'il y avait des mauvaises surprises, on sait que par exemple il y a des tas de choses qui sont pas aujourd'hui suffisamment optimisées. Je pense aux gares, où on a souvent privilégié un geste architectural sans se poser la question de l'optimisation des terrains sur lesquels on fait les gares. Est-ce qu'on met des habitants au-dessus pour amortir le terrain, etc. Donc voilà, non, c'est pas une surprise, c'est plutôt une confirmation d'inquiétude que nous avions. La question maintenant, c'est dans la mesure où il n'y a pas forcément le financement en face, ce que va nous proposer le gouvernement pour pouvoir aller au bout. Parce qu'encore une fois, ce plus grand chantier d'Europe auquel vous faites allusion, on en a besoin en matière de transport. Philippe Yvain, le patron du Grand Paris Express, lui, se défend de toute dérive. Il dit on ne connaît pas encore le coût final. Voilà. Oui, c'est sûr. On peut aussi attendre 25 ans pour le connaître et faire l'addition à la fin. En même temps, aujourd'hui, il y a des projets qui viennent s'ajouter les uns aux autres. Il y a des travaux qui sont en cours. Il y a des tunneliers qui sont en train de fonctionner sous terre tout autour de Paris. Tout le monde sait que ça dépasse. Donc voilà, essayons d'être un petit peu francs et transparents sur cette question. Disons de combien ça dépasse et quelles sont les solutions que l'on peut mettre en œuvre. Je rappelle que nous avons gagné l'obtention des JO la semaine dernière. Ce serait bien qu'on ait la certitude de pouvoir tout boucler dans les temps. On va y venir. Une dernière question sur le Grand Paris. Faut-il abandonner certaines lignes? C'est ce que certains proposent, certaines lignes de métro, car justement, elles coûtent trop cher. Non, je ne crois pas qu'il faille abandonner des lignes. Il ne faut pas modifier le projet tel qu'il a été pensé aujourd'hui. D'abord, la boucle est une boucle par nature. C'est-à-dire qu'elle va évidemment se connecter au réseau existant, mais elle fonctionne aussi parce qu'elle va enfin permettre de faire une liaison banlieue à banlieue tout autour de Paris. Donc si la boucle entière n'est pas réalisée, le projet perdra de sa cohérence. Vous êtes catégorique, oui, non, mais ça, on ne va pas abandonner des lignes. Après, c'est ce que l'on attend de la part du gouvernement. Sans doute qu'il y a des lignes qui sont plus urgentes que d'autres et sans doute que l'on nous proposera d'en décaler. Il y a des choses sur lesquelles on pourra discuter, il y a des choses sur lesquelles on refusera de discuter. Alors, cette modernisation des infrastructures, ce Grand Paris Express, ça a constitué l'un des arguments majeurs justement pour l'obtention, pour décrocher les Jeux Olympiques en 2024. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui expliquent que ces JO, c'est formidable, mais on va pouvoir encore moins circuler dans Paris, ça va coûter très cher? Non, alors sur le côté, ça va coûter très cher, ça c'est un argument relativement fallacieux. On rentre dans une nouvelle ère de Jeux Olympiques. D'ailleurs, le CIO, s'il a à la fois donné Paris et Los Angeles, c'est parce qu'il manque de candidatures et qu'il a besoin maintenant de candidatures exemplaires. Je rappelle que le projet de Paris est exemplaire en ce sens que, en principe, pour information, quand on fait des Jeux Olympiques, jusqu'à maintenant, depuis une 50aine d'années, on construit 8 à 12 équipements sportifs. Sur la candidature française, il n'y avait que 2 équipements à créer. Donc, nous sommes financés, nous sommes dans une enveloppe financière qui est d'ores et déjà 2 milliards en dessous de celle de Londres. Donc, non, ça ne va pas coûter cher. Et la moitié du projet des Jeux Olympiques était d'ores et déjà financé à travers le projet de transport de la région Île-de-France et d'Île-de-France Mobilité. Donc, il n'y a pas de surcoût. Au contraire, c'est plutôt pour nous la consolidation de tous les projets que nous portons. Réhabilitation, régénération d'infrastructures, arrivée de matériel neuf sur les trains, les métros, etc. que l'on a commandé. C'est plutôt la certitude
que justement on les aura dans les temps. Et la circulation dans Paris, on en parlait, en particulier avec la fermeture de certaines voies, on en a beaucoup parlé cet été, avec comme conséquence des embouteillages monstres. On a vu le ralentissement des véhicules de secours. C'est en tout cas ce que disent les opposants à Anne Hidalgo. Qu'est-ce que vous répondez, vous, responsable public, à ces usagers mécontents? Qu'est-ce que vous leur dites? D'abord, je ne suis pas maire de Paris. La tendance à faire sortir les voitures des centres-villes est une tendance mondiale, donc personne ne s'oppose à la volonté de Paris à ce qu'il y ait moins de voitures. Il y a d'ailleurs aujourd'hui 10% de voitures en moins qu'il y a une vingtaine d'années à Paris. Donc le problème, c'est la méthode? Ce qui ne nous va pas, c'est la méthode et le rythme. C'est-à-dire que couper l'autorisation aux voitures de rentrer dans Paris sans mettre en place petit à petit des réponses transport adéquates, c'est forcément une catastrophe. Ce matin, on n'a pas besoin d'aller très très loin, on était à 541 km de bouchons aux heures de pointe. C'est un record en Ile-de-France. Évidemment, c'est inacceptable pour les millions d'usagers franciliens qui passent des heures dans leur voiture. La voiture n'a plus de place dans Paris, elle en aura de moins en moins? La voiture telle qu'on l'imagine aujourd'hui, la voiture va beaucoup évoluer. La voiture devient de plus en plus propre. Elle sera propre à terme. Elle sera sans doute électrique ou au gaz. La voiture va devenir intelligente. La façon dont on va utiliser la voiture. On a hier lancé un grand process en Ile-de-France, première région française à le lancer sur le covoiturage du quotidien. Alors justement, donc voilà. Il faut aussi pousser à une autre utilisation de la voiture. Pour lutter justement contre la congestion, Valérie Pécresse, avec qui vous travaillez, propose plusieurs mesures, dont une mesure phare, 2 € d'aide au covoiturage, ce qu'on appelle le covoiturage de proximité. Est-ce que c'est la solution justement pour éviter les bouchons? Le covoiturage, évidemment. Enfin, aujourd'hui, 541 km de bouchons ce matin. Il y a 1,1 à 1,3 usagers par voiture. Voilà, c'est-à-dire que dans les bouchons, il n'y a quasiment personne en réalité sur la route. Vous auriez 2 personnes par voiture, il n'y aurait plus de bouchons en Ile-de-France. Donc on voit bien l'enjeu majeur d'un point de vue écologique, pollution de l'air évidemment, d'un point de vue de la congestion. C'est-à-dire que le jour où on va être capable de mettre plus de personnes avec moins de voitures sur la route, on aura résolu une grande partie de nos problèmes. Ce système des 2 € pour le covoiturage, vous allez l'intégrer au Pass Navigo? On y travaille. On y travaille, oui, bien sûr. On travaille sur le Navigo, on y travaille sur le parking, sur le stationnement, c'est important. Il va falloir trouver. On est accompagné par 17 plateformes de covoiturage. Ça va de Blablacar, enfin Blablalines en l'occurrence, jusqu'à Waze Up. Elles ont chacune leur modèle économique. Il faut les accompagner aussi en matière de recherche pour trouver la bonne solution de covoiturage du quotidien. Stéphane Modé, très rapidement, une dernière question sur la pollution de l'air dans le métro. Une étude récemment a beaucoup fait parler. Le taux de particules fines dans le métro est 10 fois supérieur dans les tunnels qu'à l'air libre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Il y a énormément de choses à faire. D'abord, c'est pas une surprise. On a souvent dit, nous, quand on avait des pics de pollution qu'il fallait faire attention, le métro était touché. Il faut améliorer le matériel technique, les questions de freinage, caoutchouc, fer. C'est ça la cause de cette pollution. C'est la cause, mais c'est pas la seule cause. On a entre 400 et 700 chantiers toutes les nuits dans les couloirs du métro pour réhabiliter, entretenir le métro, et beaucoup des machineries qui sont utilisées pour ces chantiers sont au gasoil. Donc c'est toute une culture qu'il faut repenser pour aérer mieux le métro. Donc il y a évidemment des expérimentations. C'est possible ça d'aérer mieux le métro? Oui, il y a des expérimentations, il y a des systèmes de filtres, il y a tout un tas de choses qui commencent à exister. Il faut s'en saisir. Il y a 8000 travailleurs aujourd'hui qui assurent la maintenance du réseau RATP. Ils réclament, ces travailleurs qui travaillent donc tous les jours dans cet air qui est 10 fois plus pollué, je le rappelle, ils réclament la baisse des seuils d'exposition autorisés. Vous allez le faire? C'est une demande. C'est à la RATP de le faire, jusqu'à preuve du contraire. C'est pas à nous. Nous, on est là pour porter l'initiative, entendre cette revendication qui est parfaitement légitime. Il s'agit de santé publique. Très bien. Merci beaucoup. Merci Stéphane Modé d'avoir répondu à la question. Merci. Merci. Bercy en plein bouclage du premier budget du quinquennat et le tour de vis pourrait être moins dur que prévu, même si 18 milliards d'euros d'économies doivent être réalisés pour passer sous la barre fatidique des 3% de déficit. Julie Hulin. Au début de l'été, Édouard Philippe annonçait 20 milliards d'euros d'économies en 2018. Un chiffre qui pourrait être ramené à 16 milliards grâce à des prévisions de croissance meilleures que prévues. Avec toujours le même objectif, repasser sous la barre des 3% de déficit public pour respecter les règles européennes. En 2017, nous visons 2,9% de déficit public. Et en 2018, nous visons 2,6%. C'est d'ailleurs un peu mieux que ce que nous avions indiqué en première indication aux parlementaires, parce que la croissance est légèrement meilleure. Et pourquoi c'est important de tenir ces objectifs-là? D'abord parce que ça permet effectivement de sortir de ce niveau de dépenses publiques excessif qui n'a pas amélioré la situation des Français, qui ne leur a pas donné plus d'emplois, qui ne leur a pas donné plus de richesses. Si le ministre a confirmé ce matin qu'il n'y aurait pas de baisse de dotation pour les collectivités locales en 2018, pour réaliser les économies, 2 ministères seraient particulièrement visés, le logement et le travail. Moins 18% en 2 ans pour le ministère du Logement
et moins 27% pour celui du travail. Une baisse démentie par la ministre du Travail Muriel Pénicaud, tandis que Gérald Darmanin a annoncé que seulement 1600 postes d'agents publics seraient supprimés l'an prochain. Des ambitions budgétaires insuffisantes pour l'opposition. Il y a à nouveau une augmentation des prélèvements obligatoires et il n'y a pas de baisse des dépenses publiques très caractérisée. On voit la diminution du nombre de fonctionnaires est ridicule, 1600. On annonce certaines dispositions de redistribution. De quoi donc faire on voit recul pas, on voit pas trop où est le cap. Un cap qui sera définitivement fixé le 27 septembre prochain, date à laquelle le budget sera présenté au Conseil des ministres. Et le gouvernement s'apprête donc à réaliser d'importantes économies dans des domaines aussi sensibles que l'emploi ou le logement. Une cure d'austérité pourrait frapper Pôle emploi et ses 54 000 salariés. Samia Dechir. L'information a été révélée ce matin par Le Parisien. Le gouvernement envisagerait de supprimer des milliers de postes parmi les 54 000 agents de Pôle emploi. 3 milliards d'euros d'économies seraient prévus sur 5 ans. Si ce chiffre est avéré, Pôle emploi, privé d'une partie de ses agents, pourrait alors privatiser une partie de ses activités. Ce que réfute pour l'instant la ministre du Travail. J'ai lu avec stupéfaction dans Le Parisien que quelqu'un a imaginé la privatisation de Pôle emploi. C'est complètement hors de sujet et là, je m'inscris en faux totalement. Mais les syndicats sont très inquiets. Depuis 5 ans, Pôle emploi travaille, disent-ils, à effectif constant, alors que dans le même temps, le nombre de chômeurs a progressé d'1 million. Pour eux, un plan de licenciement serait un préalable au démantèlement de l'agence. Le marché du placement en France a été estimé à 1 milliard d'euros. D'accord ? Donc les agences privées de placement vont s'installer tranquillement, sélectionner les chômeurs qu'elles souhaitent accompagner en fonction des cibles professionnelles, en fonction des profils. Et ça remet en cause le fondement même du service public. Le service public, c'est universel. Nous ne laisserons pas le service public de l'emploi se faire totalement démanteler par une seule volonté et une seule orientation qui repose sur des économies budgétaires. Le SNU Pôle emploi se dit prêt à faire grève et a déjà lancé une intersyndicale. Pour l'instant, le gouvernement réfute les chiffres parus dans la presse. Des annonces officielles devraient être faites au Forum de la fonction publique, prévu fin septembre. Et on ouvre tout de suite le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Henri Sterdignac, bonjour. Vous êtes économiste, directeur du département économie de la mondialisation à l'OFCE. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'accueille également François Ecal. Bonjour. Vous êtes président de FIP Eco, ancien magistrat de la Cour des comptes. Et Hervé Chaperon est également sur ce plateau. Bonsoir. Ancien directeur général adjoint de Pôle emploi. Vous êtes d'ailleurs auteur de ce livre Pôle emploi, autopsie d'un naufrage, paru aux éditions de L'Opportun en 2014. Merci à tous les trois. Première question pour vous, Henri Sterdignac. On voit les derniers ajustements budgétaires en vue de ce premier budget du quinquennat. Il faut s'attendre à des économies douloureuses pour les Français ? Oui, naturellement, le gouvernement s'est plus ou moins engagé à faire 16 milliards d'économies de dépenses. Donc il va falloir les trouver, surtout que dans un certain nombre de secteurs, il a annoncé des hausses. Il va y avoir théoriquement des hausses dans la fonction publique, des hausses pour la défense, il va y avoir, dit-il, des hausses pour les handicapés, le minimum vieillesse, la prime d'activité. Donc tout ça, voilà, il faut le combler. Donc il va falloir dans les 15 jours à venir qu'on nous trouve 15 milliards. Et ça ne va pas être facile. Alors effectivement, il y a 3 victimes désignées, le logement, le travail et peut-être la formation professionnelle. Mais le diable est dans les détails. On va voir comment il va trouver ces 15 milliards. Ouais, c'est politiquement sensible de s'attaquer à ces domaines que sont le logement et le travail, François Ecal. Ah, politiquement, oui, sûrement. De toute façon, il est toujours difficile de s'attaquer à des dépenses publiques parce que tout euro de dépenses publiques va dans la poche de quelqu'un, soit un ménage, soit une entreprise. Donc, si vous voulez réduire les dépenses publiques, quelles qu'elles soient, de toute façon, ça va faire des mécontents. Donc, oui, ça va être difficile. Ouais. Mais quelle réforme pourrait permettre justement de générer des économies aussi colossales ? On sait qu'en matière de logement, il y a déjà cette baisse prévue des APL, la fin des contrats aidés. Est-ce que le gouvernement a une marge de manœuvre justement dans ces domaines ? Oui, une marge de manœuvre. Si vous prenez la politique du logement, les dépenses publiques en faveur du logement en France, les dépenses publiques sont 2 fois plus élevées en pourcentage du produit intérieur brut que dans la moyenne des pays européens. Donc, ça veut dire qu'on doit quand même
pouvoir trouver quelques économies sans pour autant remettre en cause la qualité du logement en France. Les autres pays qui dépensent beaucoup moins n'ont pas plus de problèmes de logement que nous. Donc il y a sûrement des économies. Au dispositif Pinel par exemple, ou au prêt à taux zéro, des dispositifs moi, si ce n'était que moi, le dispositif Pinel, je l'aurais supprimé depuis très longtemps. Donc là, il n'y a aucun problème. Le prêt à taux zéro aussi, je pense qu'on pourrait le supprimer. Mais je pense qu'il y a aussi, de manière beaucoup plus difficile politiquement, apparemment le gouvernement essaye de faire des économies sur le logement social. Même dans le logement social, je pense en effet qu'il y a des économies à faire. Les 3/4 des Français sont éligibles aux logements sociaux. Je ne comprends pas très bien pourquoi les 3/4 des Français pourraient avoir un logement social. Ils ne l'ont pas, parce qu'évidemment, ce n'est pas possible. Donc, il y a des files d'attente et ceux qui en ont vraiment besoin n'en ont pas. Bon, il y a quelques absurdités comme ça, je pense, qu'il va falloir, auxquelles on peut remédier. Alors, Hervé Chaperon, dans ces économies, on nous dit que Pôle emploi pourrait aussi être victime de ce dégraissage, notamment les 54 000 salariés. Alors, bien sûr, on ne toucherait pas à personnes qui accompagnent les demandeurs d'emploi, mais il y a certaines personnes qui pourraient faire les frais de cette nouvelle politique gouvernementale. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, reprenons les bases de la création de Pôle emploi, puisque c'est un organisme tout à fait récent, qui a... 2008 voilà, absolument, 2008-2009. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit on va créer Pôle emploi par une fusion de la CIDIC et de la NPE, sur des bases ISO-effectifs, ISO-budget. Pourquoi ? Parce que c'est précisément cette fusion qui devait faire la synergie qui permettait d'absorber beaucoup plus de demandeurs d'emploi sans pour autant augmenter les frais. Qu'est-ce qu'on constate ? De 2,9 milliards budget de création, on a dépassé les 5 milliards. De 50 000, on est à 54, 55 000. C'est un peu comme dans la fonction publique, on a du mal à savoir exactement quel est le chiffre des effectifs. Le budget augmente et les salariés augmentent parce que le nombre de chômeurs augmente aussi, Hervé Chaperon. Est-ce qu'avec tous ces moyens supplémentaires, Pôle emploi a démontré une augmentation de performance, une meilleure efficacité, pour tout dire, une meilleure efficience ? Bon, je ne le pense pas. Quel est le problème à Pôle emploi ? Le problème à Pôle emploi, c'est que nous avons, je vais prendre des termes un peu impropres ou du moins franglais, beaucoup de personnel dans le back-office, c'est-à-dire les fonctions support, les comptabilités, la communication, enfin j'en passe des meilleurs, et en moindre nombre au front-office, c'est-à-dire ceux qui font l'accueil du public, qui accompagnent et autres. Et lors de la dernière convention tripartite, c'est-à-dire la définition des objectifs entre l'État, l'UNEDIC, assurance chômage et Pôle emploi, il avait été prévu que Pôle emploi organise, entre guillemets, c'est pas très joli, mais on comprendra, la transhumance de ceux du back-office vers le front-office. Bon. Ce qui est, dans un organisme comme Pôle emploi, excessivement difficile, ou du moins à cause de la convention collective qui fait que la mobilité professionnelle doit être acceptée par celui qui est touché. Et donc on n'y arrive pas. Bon. Ce qui fait qu'on a un déséquilibre du potentiel interne qui est néfaste à l'organisme. Bon. Et troisième point, j'en termine. Pôle emploi s'est lancé vers un tout informatique. Le tout informatique, ça doit avoir aussi des conséquences très claires, meilleure performance, moins de personnel. Henri Sardignac, la privatisation éventuelle de ce service public qui est Pôle emploi, est-ce qu'on est plus là dans la symbolique ou est-ce que c'est une mesure qui permet D'abord, il y a 6 millions de chômeurs. Oui, des économies. Il y a 53 000 personnes à Pôle emploi, ce qui fait une personne pour 100 chômeurs, pour 120 chômeurs. On ne peut pas estimer que c'est excessif. Bien sûr, on peut toujours faire des économies. Le problème, c'est que ça fait quand même une personne pour 120 chômeurs. Ensuite, effectivement, Pôle emploi a un déficit important, 4 milliards. Le gouvernement va lui mettre sur le dos 4 milliards supplémentaires parce qu'on va indemniser les démissionnaires et les non-salariés. Aucune ressource supplémentaire jusqu'à présent n'est prévue pour l'UNEDIC. Et là, on trouve une solution miracle qui consiste à dire on va licencier quelques personnes à Pôle emploi. Pour autant, les résultats ne sont pas... Je ne crois pas qu'on va faire beaucoup d'économies là-dessus. Et d'autre part, effectivement, il y a une tendance
qu'on trouve chez certains conseillers du gouvernement, consistant à dire il n'y a qu'à privatiser pour faire des économies. Pour autant, est-ce qu'il faut améliorer l'efficacité des services de Pôle emploi? On nous dit aujourd'hui que seulement 8,8% des chômeurs qui passent par Pôle emploi retrouvent un emploi. Est-ce que ce chiffre vous paraît crédible? Ça paraît crédible, mais il faut voir aussi qu'il y a le développement fabuleux d'Internet qui fait que les gens peuvent retrouver un emploi directement. Il faut voir aussi que beaucoup de gens, en fait, retrouvent... Il y a beaucoup actuellement d'emplois retrouvés en contrat à durée déterminée, ce qui fausse un peu les statistiques. Bon, voilà, le Pôle emploi n'est pas responsable de la situation macroéconomique. Et ce que je crains, contrairement à ce qu'a dit le ministre, c'est que on rentre dans l'idée qu'on va faire des économies fabuleuses en privatisant, alors qu'on a un certain nombre d'expériences qui montrent que ces économies ne se réalisent pas et que quand elles se réalisent, c'est souvent au détriment du public. Ouais, François Eckel. Je ne suis pas un spécialiste de Pôle emploi, mais je veux bien croire qu'il y a des problèmes de fonctionnement à Pôle emploi et qu'il y a des économies envisageables. S'agissant de la privatisation, il y a eu des expériences au cours de ces dernières années, en France et dans d'autres pays d'ailleurs, de délégation d'activités de conseil à des entreprises privées. Et chose assez extraordinaire, ces expériences ont donné lieu à des évaluations par des économistes, c'est assez rare quand même. Donc, il faut le dire. Et le résultat de ces évaluations est assez mitigé, en fait. On voit que pour que ça réussisse, il faut que Pôle emploi ou le service public de l'emploi soit capable de fixer des objectifs pertinents à ces entreprises, de les suivre, de les contrôler. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc, la privatisation n'est probablement pas le remède miracle. Oui, là, j'ai une étude de Luc Béhagel, économiste connu, qui, dans les conclusions, Pôle emploi s'est révélé plus efficace et moins coûteux que le privé. Et par ailleurs, on a l'exemple anglais où effectivement, si on délègue au privé la surveillance des handicapés ou des chômeurs en disant vous êtes rémunérés si vous réussissez à faire sortir les gens des fichiers, le résultat, les opérateurs privés sont incités à faire un peu n'importe quoi, à jeter dans des situations très difficiles du public en difficulté. Vous qui avez vécu le système de l'intérieur aujourd'hui, pourquoi on en est à ce chiffre aussi faible, seulement 8,8%? Écoutez, je voudrais d'abord rétablir, ou du moins moduler ce que je viens d'entendre. On ne peut pas utiliser l'arithmétique pour caractériser Pôle emploi. C'est-à-dire le nombre de personnes qui gèrent le nombre de demandeurs d'emploi divisé par l'âge du capitaine et on trouve une personne pour 100 demandeurs d'emploi. Le problème, c'est que vous avez toute une partie de demandeurs d'emploi qui n'ont pas besoin de Pôle emploi. Le cadre supérieur, qu'est-ce que vous voulez que le cadre supérieur ait besoin de Pôle emploi? Et d'ailleurs, ça se voit très bien. Lorsque Pôle emploi a fait une segmentation des demandeurs d'emploi, Pôle emploi, on a suivi 350 000. Pour le reste, pour ceux qui étaient, comme l'on dit, proches de l'emploi, ils viennent une fois à Pôle emploi et terminé. Donc toutes ces statistiques-là sont à manier avec prudence. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, moi, il me semble que plutôt privatiser, parce que effectivement toutes les études disent que Pôle emploi serait plus efficient que le marché privé et tout, mais on pourrait peut-être en dire l'inverse avec autant d'arguments. Moi, ce que je remarque, c'est que pour moi, la privation de Pôle emploi est un faux problème. Ce qu'il faudrait faire, à mon avis, et ça n'engage que moi, mais je l'ai dit dans le livre que vous avez bien voulu citer et dans d'autres livres, c'est que lorsque on a fait la loi NOTRe, lorsqu'on a donné aux régions de nouvelles compétences économiques importantes, plan stratégique pour les PME, plan stratégique économique des PME, prescription de la formation, on n'a pas été jusqu'au bout. On aurait dû donner également aux régions l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Elles en ont les moyens de prendre cette compétence supplémentaire. Une simple holding qui assure évidemment l'égalité de traitement qui est chère au service public. Voilà. Et il me semble que la régionalisation de Pôle emploi serait beaucoup plus performante que de faire la privatisation. Oui, François Eckel, c'est une piste à explorer, ça, la régionalisation de Pôle emploi. Est-ce que les régions ont les moyens financiers de gérer cette nouvelle compétence? Aujourd'hui, non. Oui. Il faudrait probablement que l'État leur transfère des moyens en même temps que des compétences. Bon, ce qui s'est fait dans le
passer pour dans d'autres domaines. Après, je ne sais pas si, franchement, si les régions seraient mieux placées. Je sais qu'en matière de formation professionnelle, en tout cas, bon, les régions se débrouillent pas mal, mais il y a des problèmes d'articulation entre les compétences de l'État et des régions qui ne sont pas toujours encore très clairs. Hein. Chacun fait un peu de tout, etc. Donc, il ne faudrait pas que ce soit la même chose avec Pôle emploi, c'est-à-dire qu'on régionalise, mais que l'État continue à s'occuper du placement des demandeurs d'emploi. Donc, voilà, je n'ai pas de réponse catégorique. Ça reste à étudier. Ouais. Henri Sardignac, pour conclure assez rapidement, c'est un budget 2018 qui sera un budget de rigueur, selon vous, qui s'annonce très dur? On n'en sait rien. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on a eu des bonnes nouvelles. On nous a dit on va baisser les impôts, 10 milliards. Et puis là, on nous a annoncé un certain nombre de hausses de dépenses. Et là, on attend avec intérêt comment le gouvernement va se débrouiller aujourd'hui pour trouver en 15 jours les 15 milliards de dépenses en moins qu'il va falloir trouver, sachant que, comme on l'a dit, à chaque fois, les dépenses publiques, en fait, sont utiles, elles vont dans les poches de quelqu'un qui souvent en a besoin, c'est le cas pour les allocations logement, et voilà, quand on supprime naturellement, ça fait des mécontents, et souvent des mécontents légitimes. Lors de la présentation du budget en Conseil des ministres. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h, ne manquez pas, édition spéciale. On va plus loin avec Rebecca Fitoussi à l'occasion du discours d'Emmanuel Macron depuis la tribune de l'ONU. Très bonne soirée à tous et à demain.